bonjour Monsieur Jeselnik. On se retrouve ici pour Bonjour. parler du bouclier qualité-prix, de la transparence et du marché à La Réunion. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, donc je m'appelle Gérard Jeselnik. Je suis commissaire enquêteur et expert judiciaire auprès de la Cour d'appel en économie agricole. Alors ce sont mes fonctions actuelles, mais préalablement j'ai fait ma carrière à la DGCRF, la Direction générale de la concurrence, consommation, répression des fraudes. Et dans ce cadre-là, je suis retraité de cette administration depuis 2022, mais j'ai fait à peu près la moitié de ma carrière dans les départements d'outre-mer, Mayotte, les Antilles, La Réunion et également Mayotte. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, quels sont les principaux facteurs identifiés comme responsables de la vie chère à La Réunion et en outre-mer? Alors, les facteurs sont connus en fait. Bon, d'abord, c'est évidemment, de manière évidente, c'est l'éloignement, parce qu'on est loin de la métropole, et si on fait venir des produits de la métropole, il y a le coût du fret, le transport et les différents services qui impactent ce fret. Maintenant, de manière constante, on a un défaut effectivement de concurrence dans les départements d'outre-mer qui fait que le marché ne régule pas suffisamment les prix, et à partir de là, on a quand même effectivement un différentiel de prix important. Vous parlez du fret, mais est-ce qu'il y a aussi des marges qui se font Alors, le concept de marge abusive, c'est un concept moral, on peut le dire, ouais, ça c'est abusif. Maintenant, le code de commerce ne prévoit pas le concept de marge abusive. En fait, on peut considérer en comparant ce qui peut se faire en métropole et ici que c'est plus élevé, mais en l'état actuel, il n'y a aucun moyen de réguler ces marges. Donc voilà, on les subit, mais on ne peut pas intervenir sur ces marges. Vous avez écrit une proposition de loi, un projet de loi. En quoi il consiste, pour commencer, avec le BQP? Alors, donc juste sur ce projet de loi, lorsque j'ai entendu effectivement que le ministre, M. Valls, envisageait de faire un projet de loi, je me suis mis derrière mon ordinateur et je me suis dit, avec mon expérience de l'outre-mer, je peux moi aussi proposer un projet de loi citoyen. Alors, il est global en fait. Alors là, vous me demandez au sujet du BQP. Alors le BQP, effectivement, c'est un sujet. Le BQP, initialement, c'était un dispositif qui a été prévu par la loi Lurel il y a une dizaine d'années. Ce BQP a fait son office, aussi imparfait soit-il, mais il permettait quand même aux consommateurs d'avoir accès à un panier de consommation à un prix raisonnable en fait, et négocié chaque année. Au bout de 10 ans, je pense qu'il faut prévoir une nouvelle façon de faire. Alors, je me suis inspiré dans ma réflexion de ce qui se fait en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire de prévoir un BQP 2.0, c'est-à-dire une nouvelle version. D'accord, donc dans le BQP 2.0, il y aurait plus d'articles Alors, dans l'idée, c'est de dématérialiser, effectivement, alors d'élargir d'abord le panel, en fait, 250 produits qui pourraient être choisis par l'OPMR de manière contradictoire en fonction des besoins de consommation de la population. Ces prix seraient fixés donc pour 3 mois par chaque distributeur qui les déposerait auprès de l'OPMR. Et pour le consommateur, on aurait une plateforme numérisée dans lequel il pourrait, effectivement, en choisissant son département, la plateforme serait unique pour tous les départements d'outre-mer, mais à l'entrée, il choisit le département. Dans la liste de ces 250 produits, il va cocher en fait les produits de sa liste de courses, et avec la géolocalisation, le système, le dispositif, la plateforme va lui retourner le prix, le meilleur marché au plus près de chez lui pour sa liste de courses. Et donc on aurait une vraie concurrence entre les enseignes, pas comme actuellement où en fait on a un prix bloqué pour le panier. Là on aurait vraiment une stimulation effectivement des prix par la concurrence, ce qui est l'objet même effectivement de la concurrence. Est-ce que le prix pour un panier moyen dans ce BQP, il pourrait être approximatif au prix qu'on peut retrouver dans l'Hexagone? Après, ça, bon, c'est une construction hypothétique que je fais. Moi, je pense qu'en stimulant et en faisant jouer la concurrence, les anciennes, effectivement, essaieraient d'être les mieux placées. Parce que même si, effectivement, la concurrence est restreinte, il n'y a pas les moyens, donc les moyens ne sont pas donnés aux consommateurs de l'exercer. Avec ce dispositif, effectivement, le consommateur, pour sa liste de courses, que ce soit 20, 30 ou 50 produits, il pourrait aller au moins cher. Et donc, ça pourrait, effectivement, drainer des consommateurs hors de leur périmètre habituel.
Et donc du coup, pour faire respecter ces nouvelles règles, vous imaginez de fonder une nouvelle autorité? C'est quoi un peu? Alors, dans la réflexion du projet de loi, en fait, le droit de la concurrence est appliqué d'une part par l'ADLC, l'autorité de la concurrence, et d'autre part par la DCRF pour ce qui concerne les pratiques individuelles de concurrence. L'idée serait non pas de créer une nouvelle entité, mais de créer une section spécialisée outre-mer au sein de l'autorité. Section qui serait donc dont les membres seraient des membres désignés dans chaque département. L'idée, par exemple, c'est deux membres par département, ce qui fait 10 membres, plus les collectivités d'outre-mer, un membre, donc 11 membres, qui seraient chargés effectivement de ce droit de la concurrence, de ce nouveau droit de la concurrence, et qui aurait la compétence exclusive, à la fois pour les ententes, les positions dominantes, mais également pour tout ce qui est pratiques restrictives, c'est-à-dire la coopération commerciale, la revente à perte et autres facturations, voilà, l'ensemble des règles. Parce que jusqu'à là, comment c'est géré tout ça? Alors, jusqu'alors, c'est l'autorité de la concurrence, effectivement, qui a la compétence en ce qui concerne les ententes et les positions dominantes. Pour ce qui concerne les pratiques individuelles, c'est-à-dire notamment la négociation commerciale, c'est les pôles C des dettes, et donc qui agissent sous l'autorité de la DGCRF. D'accord. Les missions principales de l'AOMC, je ne sais pas si vous avez défini AOMC. Alors, l'AOMC, c'est l'autorité outre-mer pour la concurrence en fait. Alors bon, c'est un cycle qui envoie un autre, voilà, on ne peut pas se bloquer là-dessus. L'idée est simplement, c'est une section spécialisée de l'ADLC. C'est pour la nommer pour que ce soit plus facile dans l'appréhension. Donc l'AOMC aurait des pouvoirs spécifiques en matière de transparence. On s'est aperçu ces derniers mois, et notamment à la suite du mouvement social en Guyane, que certains groupes étaient opaques vis-à-vis de leurs comptes. Là, on créerait une obligation légale nouvelle qui est de déposer chaque année auprès de cette section spécialisée outre-mer, donc les groupes de distribution, de déposer leurs comptes, le nombre de magasins qu'ils ont, les salariés, etc., et la liste de leurs filiales, de manière à calculer les parts de marché. Sachant qu'au bout du compte, dans cette démarche qui serait effectivement exploratoire, au bout du compte, l'idée serait de dire que dans un territoire, on ne peut pas avoir plus de 25% pour un opérateur. Si on constatait effectivement que ce seuil est dépassé, l'AOMC serait en mesure d'enjoindre en fait ce groupe à revenir aux 25%, soit en cédant ses actifs, soit en collaborant effectivement avec la collectivité, si elle ne le peut pas, sur des projets sociaux ou culturels. Et justement, quelles seraient les sanctions mises à part ça? Est-ce qu'il y a d'autres sanctions qui pourraient être appliquées pour les groupes ou les entreprises qui ne respectent pas ces accords et ces obligations? Après, au législateur de définir les sanctions. Je pense que plus que la sanction, c'est plutôt l'injonction. Il y a des procédures d'injonction dans lesquelles on met en demeure. Et tout ceci étant transparent, le public serait tenu informé. Au bout du compte, on peut prévoir effectivement des sanctions, mais je pense que ça serait. La démarche ne doit pas être punitive. C'est une démarche de régulation dans laquelle effectivement l'objet n'est pas la sanction, mais l'objet c'est d'aboutir au but qu'on s'est fixé. Voilà, donc je pense que la sanction, ça doit être la démarche ultime quand il y a refus. Mais il faut qu'il y ait absolument une démarche contradictoire avec recours judiciaire si effectivement il y a contestation. Ce projet de loi est en fait est un projet de loi citoyen. J'ai pas le sentiment forcément d'avoir toute la vérité, mais si ça peut contribuer au débat et apporter effectivement des idées aux législateurs, en ce sens, je l'ai fait parvenir à tous les députés, à tous les sénateurs de l'Outre-mer. Et donc le fait de vous en parler aujourd'hui permet de mettre ça dans le débat, et je suis ouvert à toute discussion. C'est le but dans une démarche citoyenne et de produire effectivement des arguments au débat sur un sujet qui est très compliqué. Donc alors ça serait très simple, la plateforme, ça serait une plateforme nationale, donc digitalisée, et ça serait sur leur smartphone. C'est-à-dire que tout le monde a un smartphone maintenant, on se connecte sur cette plateforme, on choisit le département et apparaît la liste des produits qui ont été négociés dans le cadre du BQP 2.0. Il va cocher l'ensemble des produits qui l'intéressent, et ça va lui sortir effectivement le prix de sa liste de courses au plus près de chez lui, avec un classement des enseignes. Le plus frais, c'est telle enseigne qui est peut-être la plus
pas forcément la plus près, mais après, à lui de choisir. S'il veut prendre sa voiture et consommer un peu de carburant, il va à l'enseigne qu'il choisit, mais d'un autre côté, ça lui donne objectivement une valorisation du prix de sa liste de courses, et donc sachant que ça répond vraiment à la demande du consommateur. Et il y aurait non pas 100 produits, une centaine de produits comme actuellement dans le BQP, mais il y aurait plus ou moins 250 produits. L'idée, on part sur 250 pour donner un panel vraiment plus large en disant, bon, il faut prévoir effectivement des produits de grande marque, mais aussi des premiers prix et également de la production locale pour qu'il y ait un choix réel. Donc sachant que les enseignes ne seront plus contraintes par un blocage du prix pendant un an, comme actuellement, mais seraient obligées de regarder ce que fait le concurrent pour se positionner au mieux dans ce nouvel espace concurrentiel. Et du coup, cette baisse des prix, est-ce qu'elle défavoriserait la production locale ? Ah ben non, après la production locale, il faut qu'elle soit singularisée, c'est-à-dire on pourra avoir effectivement une mise en exergue de la production locale, c'est-à-dire le consommateur réunionnais, il peut dire voilà, je préfère acheter ma conserve produite à La Réunion, parce qu'évidemment elle est peut-être un peu plus chère que celle de la grande marque, mais d'un autre côté, je sais que je fais travailler, voilà. Il faut évidemment valoriser cette production locale dans un dispositif, mais c'est facile de mettre en exergue un petit symbole pour dire que c'est de la production locale. Voilà, là je jette les bases d'une réflexion. Après, je n'ai pas construit cette plateforme, j'en serais bien incompétent. Quel constat vous faites des prix qu'on peut observer en métropole, dans l'Hexagone et ici ? Ah ben effectivement, les prix sont bien plus élevés ici. Alors après, sur l'alimentaire, tout ça c'est toujours sujet à débat parce que ça dépend ce qu'on consomme, évidemment. Si c'est des produits frais locaux, je pense qu'on n'est pas si mal placé. Hein. Je connais quand même un peu l'économie agricole. Je mets ça hors période cyclonique. On peut acheter effectivement ces fruits et légumes à des prix qui sont somme toute assez similaires, voire inférieurs à la métropole. Par contre, là où effectivement on a des différentiels, c'est sur les produits de grande marque. Alors il y a l'alimentaire, mais il y a aussi tout ce qui est le non alimentaire. J'ai l'exemple effectivement personnel d'une batterie pour ma véhicule, je ne dirais pas la marque, mais quand il a fallu que j'achète la batterie, c'est une batterie pour une hybride. Ici c'était 400 € et quand je me suis renseigné, enfin j'ai regardé sur internet, la même était à 79 €. Donc c'est un vrai sujet. Là je suis prisonnier parce que déjà les opérateurs effectivement de vente à distance sont un peu réticents pour envoyer dans les DOM, donc c'est également un frein. En plus il y a tous les dispositifs de taxation d'octroi de mer, etc. qui impactent. Mais on pourrait évidemment avoir des véritables économies en favorisant effectivement le commerce électronique.